Demat à Degemermat, mes chers auditeurs, je suis le Marvailleur, et aujourd'hui je vais vous emmener dans les récits légendaires de l'histoire. En effet, le conte que je vais vous conter, la Canne de Montfort, se déroule durant l'année 1365. En 1365, la nation bretonne est au sortir d'une guerre civile, une guerre civile terrible qui a duré près de 22 ans et qui a opposé deux grandes familles, les Montfort et les Blois, pour le trône de Bretagne. En 1365, nous sommes au beau milieu de la guerre de Cent Ans. La famille de Blois était soutenue par les Français et la famille de Montfort par les Anglais. Le sort de la Bretagne s'est décidé un an plus tôt. Le 29 septembre 1364, le jour de la Saint-Michel, à la bataille d'Auray. Au début de cette bataille, Yann de Montfort, l'un des deux prétendants, avait invoqué Saint-Michel pour lui donner la victoire. Au terme de cette bataille, Charles de Blois, le prétendant français, a été tué et le traité de Guérande a été par la suite signé, mettant fin à la guerre et affirmant l'indépendance bretonne vis-à-vis de l'Angleterre et de la France. Bien entendu, ce n'était pas la fin des tumultes. Tout autour, la guerre de Cent Ans continuait à faire rage et de nombreuses intrigues se déroulaient. En 1380, une nouvelle tentative d'invasion française, menée par du Guesclin, échoua à nouveau lorsque le bon-duc Yann IV de Bretagne revint d'Angleterre. Un nouveau traité fut alors signé à Guérande, en 1381, qui affirma, de nouveau et encore plus fort, l'indépendance bretonne vis-à-vis de la France et de l'Angleterre, malgré l'hommage simple qui était rendu par le duc de Bretagne au roi de France. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici. En effet, je vais vous conter l'histoire d'une splendide jeune fille qui vivait dans un village du nom de Saint-Gilise et qui se prénommait Nicole. Écoutez donc son histoire. Écoutez donc l'histoire de la Canne de Montfort. Au cœur de la Bretagne, au nord-ouest de la forêt de Bréquilienne, dans un tout petit village du nom de Saint-Gilise, vivait aux alentours de l'année 1390 la plus jolie des jeunes filles. Elle se nommait Nicole. Elle allait sur ses 17 ans, et elle était la fille de Périg et d'Anaïque Corrégal. Grande, élancée, la taille bien tournée, Nicole avait hérité le teint pâle comme la porcelaine de sa mère et la chevelure épaisse et sombre de son père. Sans être une coquette, la jeune fille aimait la toilette. Elle se rendait le dimanche à l'office, vêtue de son surcot sans manches, de sa robe du dessous lacée bien ajustée et d'un joli tablier brodé, ce qui faisait jaser les commères de hameau. Elle passait de sa démarche élégante, avec ses claquettes de bois à lanière de cuir, qui résonnaient sur le pavé, sans s'apercevoir qu'elle suscitait la jalousie des autres femmes, qui échangeaient entre elles des regards complices et hochaient la tête. Pour elle, la réputation de la jeune fille était faite. Nicole était une père-née, une fille unique, née dans une famille terrienne aisée, connue dans toute la région de Montfort et destinée à hériter des biens paternels. En un mot, c'était un beau parti. Tous les jeunes gens du village et des alentours soupiraient pour Nicole. Comme toutes les filles de son âge, Nicole avait évidemment plaisir à danser. Elle fréquentait autant qu'elle le pouvait les fest-noz, fest-days, les pardons. Mais elle avait déjà choisi l'élu de son cœur, Allan Bécouan, un simple garçon de ferme qui travaillait pour les parents de Nicole. Allan était un grand gaillard, au visage dur et aux épaules puissantes, mais sous une allure un peu rustre, il était doux et plein d'attention. La famille Corrégal était depuis longtemps liée à celle des Bécouans, et les deux enfants avaient grandi ensemble.
se retrouvant souvent au bord du Meux. Très jeune, il s'était promis de s'épouser. Tout le monde s'accordait à dire qu'ils formaient un beau couple, et le curé les saluait en les appelant gentiment les fiancés. En gage de leur serment, Alain avait offert à Nicole une jolie médaille, représentant la mère de tous les Bretons, Santèse Anna, tenant contre son sein la Vierge. La jeune fille la portait fièrement sur sa fine chemise de lin blanc. Tout était simple pour Nicole. Elle voyait déjà sa vie auprès de cet époux qu'elle avait choisi tout enfant. Elle s'imaginait prenant soin de leur maison, balayant, cirant les meubles et préparant de la soupe, tandis qu'Allan fumerait sa pipe au coin du feu le soir. Il lui semblait même entendre leur petite maison se remplir de cris et de rires d'enfants. De plus, malgré sa pauvreté, Allan était généreux. Anaïg, la mère de Nicole, voyait cette future union d'un bon œil et ne trouvait rien à redire à ce choix. Hélas, Périg, le père, s'opposait formellement à ce mariage. Il ne voulait pas pour gendre d'un simple garçon de ferme, même doté d'un grand cœur. Il rêvait d'une destinée plus brillante pour sa fille unique. Nicole avait bien essayé de le convaincre. Allan savait tout faire, préparer la litière, garnir les râteliers, traire les vaches, barater le lait. Et que souhaiter de plus pour une vie en campagne, à la ferme? Mais le père de Nicole voyait plutôt sa fille épouser un homme de la ville. À Montfort, au pied du rempart, vivait un vieux maître d'armes. On racontait qu'il faisait des dagues de toute beauté. Et le commerce de la guerre n'était pas près de se tarir, surtout entre la France et l'Angleterre. Car bien que la guerre se soit achevée en Bretagne, c'était loin d'être le cas entre ces deux grands ennemis voisins qu'étaient la France et l'Angleterre. Pourquoi Nicole n'épouserait-elle pas un commerçant ou un regrattier? Les métiers de bouche ne faisaient jamais faillite. Le père, comme la fille, restaient fièrement campés sur leur position. Nicole souhaitait épouser l'élu de son cœur, et M. Corrégal désirait pour sa fille une situation sociale plus enviable que simple fermière. Il voulait en faire une bourgeoise. Comme vous imaginez, ils étaient têtus comme seuls deux Bretons peuvent l'être. Nicole lui promettait qu'avec un garçon aussi sérieux qu'Allan, il n'avait pas de souci à se faire pour la propriété familiale, mais elle se heurtait toujours à un non catégorique. Monsieur Corrégal perdait quelquefois patience, son teint s'empourprait, approchait du vermillon, et ses oreilles semblaient se coucher en arrière. Il tempêtait, jurait, déclarait que le pauvre Allan pouvait bien vendre la poule noire au diable, il n'aurait jamais sa fille. Dans ces moments-là, Nicole préférait ne plus insister. Elle s'enfuyait vers la rivière de son enfance et pleurait au bord du Meux. Anaïg, en bonne mère, avait aussi tenté d'amadouer le père. Depuis 20 ans qu'elle partageait son quotidien, elle savait bien qu'il n'était pas un mauvais bougre, un peu entêté mais pas rancunier pour un sou. Elle gardait toujours en réserve, fourni par sa sœur, du bon fromage de l'abbaye de Timadoc et des gâteaux à la confiture de lait dont un vieux moine avait le secret. Périg raffolait des léontines, mais même la douceur des confiseries ne le faisait pas fléchir, et Nicole pleurait de plus en plus souvent. Voyant l'avenir compromis, Allan décida de se faire soldat et de s'enrôler sous la bannière de Yann IV, duc de Bretagne. Il prit sa musette, la remplit d'une gourde de vin, d'un morceau de lard et de quelques tranches de champard, un pain de seigle, d'orge et de froment. Avant que le coq ne chante, il avait quitté le petit village de Saint-Gillig. En ce matin de printemps 1393, le soleil commençait à briller dans le ciel, mais un vent glacial soufflait encore et mordait le visage du jeune fermier. Les premiers oiseaux gazouillaient, et l'air était imprégné du parfum de la menthe sauvage. Allan prit un chemin qu'il connaissait bien, celui qui menait près de la rivière du Meux. Le sentier était bordé de peupliers et de saules, déjà les primes verts jaunes et pourpres avaient éclos. Il suivait les méandres du cours d'eau, vers Ifandic. Il avait entendu dire que les soldats du duc de Bretagne étaient descendus la nuit dernière à l'auberge du coq hardy. Il allait s'enrôler sous la bannière ducale.
Mais sire Olivier de Clisson, comte du Porhoët, était devenu connétable de France après la mort du fameux Bertrand du Guesclin, qui était aussi un Breton. Malgré tout le crédit dont il jouissait auprès du roi de France Charles VI, il avait quitté précipitamment Paris et s'était retiré dans son château de Josselin. Depuis qu'il avait échappé au poignard assassin de Pierre de Cran, il craignait pour sa vie. Après cette vaine tentative, Pierre de Cran lui avait aussi gagné la Bretagne, où le duc Yann lui avait donné l'hospitalité. Charles VI, le roi de France, bouffi d'orgueil et de son importance, avait sommé le duc de lui livrer l'assassin. Mais le duc, après avoir nié les tentatives de meurtre de son protégé, refusa tout net de livrer au roi de France l'individu, car, en effet, il ne lui devait rien. En effet, l'allégeance prêtée par le souverain breton au roi de France en 1381 n'était que de pure forme. En prenant Pierre de Cran sous sa protection, Yann IV rappelait qu'il était prince indépendant et refusa de céder au roi de France. L'orage du roi étranger passé, Pierre de Cran persuada Yann IV de déclarer la guerre à Olivier de Clisson. Celui-ci n'eut le temps que de jeter une forte garnison dans Josseline, qu'il laissa aux ordres de sa femme Marguerite de Rohan. Puis il alla s'enfermer à Montcontour, une autre de ses forteresses. Il ne pouvait désormais compter que sur lui-même, car la cour de Charles VI, ce roi étranger pour lequel il avait combattu, était loin et en proie aux rivalités les plus diverses. L'armée bretonne arriva donc à Josselin. La principale défense du château se composait d'une forte tour pouvant contenir une garnison de quelques dizaines d'hommes. Le duc Yann la fit cerner sur deux côtés, et c'est au cours du siège qu'Alan Bécouan montra sa bravoure. Il n'hésita pas à lancer une échelle contre le rempart de Josselin, alors que ses compagnons d'armes étaient vivement repoussés. Son échelle avait basculé dans le vide, et Alan s'était retrouvé précipité la tête la première dans les douves. On lui avait porté secours, et c'était la bouche pleine de vases qu'il s'était entendu promouvoir sergent par le duc en personne. Au château de Josselin, on commençait à désespérer. On manda un messager à Olivier de Clisson, qu'il vienne au secours de Josselin ou qu'il traite avec son souverain, le duc de Bretagne. Enfin, Yann de Montfort consentit à lever le siège, à condition que le comte de Porhoët lui rende hommage et qu'un traité soit signé. Les portes du château furent ouvertes devant lui, et le seigneur de Beaumanoir lui en remit les clés. Pendant que se déroulaient ces exploits guerriers, Nicole n'avait reçu aucune nouvelle d'Alan, depuis le petit matin où il avait quitté Saint-Gilles, sa musette jetée sur l'épaule. Alors, pour en savoir plus, elle décida de se rendre dans la vieille ville fortifiée que l'on appelait Montfort depuis le temps des Romains. Raoul Ier, seigneur de Gaël, qui avait reçu de Guillaume le Conquérant l'ancien royaume d'Est-Anglie, avait installé son fief à Montfort, dont il avait même pris le nom en 1091. En 1376, son lointain descendant, Raoul VII du nom, avait entrepris de restaurer le château de Montfort. Les nouvelles fortifications entouraient un promontoire, surmontant le confluent du Garin et de la Meu. À l'est, il était bordé par un vaste étang qu'alimentaient les deux cours d'eau. Seul le flanc nord était de plein pied avec le pays environnant. Le château et ses enceintes s'élevaient à l'est, dominés par la tour imposante du donjon. Le faubourg Saint-Nicolas s'était développé sous la protection de la forteresse, tandis que les maisons du bourg s'étageaient gracieusement sur les pentes qui regardaient le sud. De fortes et épaisses murailles flanquées de tours à machicoulis défendaient la basse ville. Garnies de herses et de ponts-levis, les portes Saint-Jean, Saint-Nicolas, du Breteil et de Coulon étaient disposées aux quatre coins cardinaux. Des trois côtés s'étendaient des doubles fossés très profonds et remplis d'eau. Pour aller plus vite, Nicole était passée par les bois. Lorsqu'elle pénétra par la porte est, le soleil était au couchant et projetait son ombre sur le sentier. En haut du rempart, quelques hommes arpentaient le chemin de ronde. Sous la porte surmontée d'un clocher, piétons, cavaliers et chariots se pressaient dans le passage sombre.
la jeune fille se fraya un chemin et se retrouva enfin à l'intérieur des murs. Elle avait mis ce jour-là une des robes de travail de sa mère, afin de ne pas attirer les regards sur elle. Ses beaux cheveux étaient roulés dans un carré d'étoffe, son chaperon reposait sur ses jolies épaules. Malgré la simplicité de sa mise, les gardes et marchands la suivaient d'un œil concupiscent. Les premières maisons de la ville se trouvaient à une petite distance, mais Nicole avait décidé de rendre visite à son oncle Loïs, qui tenait une auberge relais. Nicole reconnut aussitôt la façade de torchis et colombages et l'enseigne du lion de Bretagne. Elle espérait trouver chez lui des informations sur Alan, ou du moins sur le corps de garnison auquel il appartenait. Elle pénétra dans la grande salle de l'auberge fraîchement jonchée de paille. Son oncle l'accueillit chaleureusement et lui offrit une bolée de cidre. Comme la nuit était arrivée, et que les portes de la ville étaient closes, il lui proposa de rester dormir là. Loïs était un grand bonhomme, sec, au visage osseux dont le nez crochu pendait dangereusement vers la bouche. Bouche large d'ailleurs et bien aise au commérage. Bien sûr qu'il avait des nouvelles de la garnison du duc, et même de son allant. Lorsque Loïs lui fit un récit complet avec force détails de la prise de Josselin, les grands yeux noirs de Nicole scintillaient de 1000 étoiles, et l'oncle aurait bien continué pendant des heures pour ce regard-là. Au petit matin, Nicole sortit par la porte de Breteil, et, suivant les conseils de son oncle, prit un chemin détourné afin d'éviter les troupes du seigneur de Montfort. À mi-chemin, elle arriva à un croisement où se dressait un splendide calvaire de granit, constitué d'une simple croix pâtée, le calvaire de la Blanche Épine. Une légende racontait qu'autrefois une jeune fille avait été retrouvée morte au pied de la croix et que personne n'avait pu l'identifier. À cette pensée, brrr, Nicole frissonna et rabattit sur sa coiffe son chaperon brun. Elle entendit à ce moment-là des pas qui s'approchaient. C'était une quinzaine de soldats du sieur de Montfort. À la vue de la jeune fille, les soudards s'esclaffèrent. Ils eurent tôt fait de la cerner. Ils la narguaient, déclarant que les sentiers n'étaient pas faits pour les jeunes filles seules, même les paysannes. Ils se saisirent d'elle, mais par peur des représailles de leur maître, ils se contentèrent de l'emmener au château de Raoul VII de Montfort. Le seigneur de Montfort semait la crainte dans la région. C'était un homme grand et corpulent qui aimait festoyer et buvait plus que de raison. Il avait été marié autrefois à une douce et belle jeune femme, Isabeau de Loéac, dame de la Roche-Bernard. Au dire des gens de la ville, Raoul malmenait souvent son épouse. Un soir, après un grand festin, ils s'étaient querellés. Sous l'emprise du vin, le seigneur avait tiré sa dague et, ô action odieuse, asséné à la jeune femme un coup de pommeau au visage. La malheureuse était morte sous la violence du coup. Horrifié par le geste qu'il venait de commettre, Raoul avait fait disparaître le corps. L'avait-il fait porter dans le bois de Maël, ou l'avait-il fait disparaître par-dessus les remparts dans les douves du château? La pauvre Nicole pensait à cette terrible histoire en passant la porte du lugubre donjon. Pendant ce temps, Périg et Anaïk s'étaient à leur tour mis en route pour Montfort afin de retrouver leur fille. À leur arrivée chez Loïs, l'oncle de Nicole leur avait assuré qu'elle était partie au petit matin. Périg et Anaïk décidèrent de parcourir la ville, espérant que leur fille avait flâné dans les rues de Montfort avant de reprendre le chemin de Saint-Gilles. La ville était si différente de leur petit village, et c'était toujours un choc de voir le tumulte des quartiers. Au-dessus de leur tête, les maisons semblaient escalader le ciel, chaque étage projeté en avant, engloutissant la lumière du jour. Le linge pendait aux fenêtres, les enseignes de bois peint s'agitaient au vent. Épaule contre épaule, la foule se pressait, tandis qu'Anaïg et Périg cherchaient désespérément leur fille dans la cohue. Ils tentaient de se frayer un passage entre les hommes, les marchandises et les animaux. Chiens et volailles couraient entre les jambes des commerçants. Un cavalier arriva soudain, fendant sans ménagement la foule. Lorsqu'il arriva à sa hauteur,
Périgre croisa le regard fiévreux de cet homme. Les badauds lui apprirent que c'était le seigneur Raoul de Montfort qui regagnait le château. Nicole avait été jeté sans façon dans une salle au sommet du donjon. Vraisemblablement, le lieu était déserté depuis longtemps. Les longues poutres de bois s'effritaient, menaçant de rompre à certains endroits. La pièce était meublée sobrement. Un fauteuil, une crédence, un grand lit, et au pied de celui-ci, un coffre. Sur les tapisseries défraîchies, on pouvait çà et là distinguer des scènes de chasse. Au-dessus d'un lit, trônait le grand portrait d'une jeune femme. Elle avait un corps mince et élancé. Elle s'appuyait sur une console. De longues boucles noires cascadaient jusqu'à sa taille. Hélas, son visage avait disparu, lacéré par des coups de lame qui avaient sauvagement entaillé la toile. Nicole, frissonna encore, plus de peur que de froid. Elle passa toute la journée enfermée dans la pièce, et les heures s'égrenèrent au son de la cloche de l'église Saint-Nicolas. Il faisait sombre maintenant. À tâtons dans l'obscurité, elle chercha une bougie, l'alluma et la posa sur la crédence. Elle avait froid, l'air était humide. Elle ouvrit le coffre, à l'intérieur duquel elle trouva un magnifique vêtement. C'était une robe, bordée de fourrure, de verre au col et à l'ourlet de la traîne. Une large ceinture retenait la taille haute, le décolleté était profond et les manches ajustées. Nicole ôta les habits empruntés à sa mère et passa la somptueuse tenue sans aucun remords. Le temps semblait avoir joint l'éternité. Nicole s'assit sur le lit, puis la fatigue aidant, elle ne tarda pas à s'allonger et s'assoupit. Lorsque minuit sonna, la jeune fille se réveilla en sursaut, le visage et les mains moites malgré le froid de la salle. La bougie s'était éteinte, consumée. Son cœur battait fort dans sa poitrine. La solitude pesait sur elle comme une dépouille humide. Nicole semblait prête à suffoquer. Elle se redressa sur la couche et entendit dans le corridor un pas lourd et hésitant. Raoul de Montfort rentrait dans ses appartements, ivre une fois de plus. Il voulait rendre visite à sa nouvelle prisonnière. Combien de femmes avait-il maltraitées que depuis la mort de la pauvre Isabeau? Il ne savait plus. Elles avaient toutes fini étranglées et expédiées par-dessus le rempart dans les eaux du Meux. La démarche titubante, chancelante, il s'approchait inexorablement. Nicole voudrait crier, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Ses yeux s'écarquillaient dans le noir de la chambre. Elle entendit la clenche céder et une chandelle vacillante apparut, accompagnée d'une ombre gigantesque. Elle n'eut pas le temps de voir l'expression du seigneur de Montfort. Raoul, lui, découvrait dans son ancienne chambre nuptiale une vision de cauchemar. Étendue sur le lit se trouvait Isabeau. Raoul poussa une plainte lugubre. Il croyait voir une revenante, le fantôme de sa femme. Cesserait-elle un jour de le tourmenter? La porte claqua lourdement, et le pas pesant du seigneur de Montfort s'éloigna précipitamment. En effet, Nicole l'ignorait, mais avec sa haute taille, sa minceur, son fier port de tête et sa beauté, elle ressemblait incroyablement à la dame de Loéac, et l'obscurité n'avait fait qu'accentuer la ressemblance. Le lendemain matin, Nicole retrouva la liberté. Un homme du Seigneur la reconduisit sans égard à l'extérieur du château. Devant elle, une patrouille ouvrait la rue, et des gardes défaisaient la lourde chaîne qu'ils avaient tendue comme chaque soir. Déjà les gens se pressaient auprès du rempart et ne lui accordèrent aucun regard. Profitant de cela, Nicole précipita le pas le long du rempart et s'engouffra sous la porte de Breteil. Elle sortit de la ville, au loin les cloches de Saint-Nicolas sonnaient 6 heures, la ville de Montfort s'éveillait. Elle reprit le chemin qu'elle avait emprunté la veille, pour rejoindre Saint-Gilles. Mais à hauteur du calvaire, elle vit toute une troupe de soldats revenant de maraude. Au comble du désespoir, elle s'adressa à des cannes sauvages qui s'ébattaient dans la rivière près de là, et elle les adjura, si elles trépassaient, de remplir en son nom et pour sa personne un pèlerinage chaque année à Saint-Nicolas.
La fortune était avec elle ce matin-là. Le sergent qui l'avait conduite hors du château l'avait suivie de loin, et il lui porta secours. Les soldats maugréèrent et s'éloignèrent. Nicole accorda une prière reconnaissante au bon saint Nicolas et regagna son village. Arrivée devant la grande longère de ses parents, elle regarda par une des ouvertures de la bâtisse. Sa mère était assise au coin du feu. Elle brodait, tandis que son père bourrait sa pipe. Elle s'avança discrètement jusqu'au seuil. Anaïg et Périg levèrent la tête en même temps, et Nicole se précipita dans leurs bras. Anaïg referma doucement la porte. Les cris et les pleurs de joie n'en finissaient pas. Ils firent installer leur fille à la grande table, et lui donnèrent un bon bol de lait chaud. Anaïg s'était assise sur un tabouret de bois auprès de sa fille, et elle la couvait d'un regard rempli de tendresse. Alors Nicole commença à raconter sa mésaventure. Elle évoqua son souhait d'avoir des nouvelles d'Alan, son départ pour la ville, sa visite chez son oncle Loïs, puis la mauvaise rencontre au calvaire de la Blanche Épine. Monsieur Corrégal, qui fumait silencieusement la pipe, leva la main à ce moment-là. Il ne souhaitait pas connaître la suite de l'histoire. Tout ce qui lui importait, c'était qu'elle lui soit revenue saine et sauve. Cependant, l'histoire de Nicole avait fait grand bruit dans le tout petit village de Saint-Gilles. Les commères, déjà prévenus contre la jeune fille, s'en étaient donnés à cœur joie et avaient agité leur langue de vipère comme jamais. Personne n'eut le courage ou la générosité de croire à son histoire. Peu à peu, elle se renferma dans le silence. À l'office dominical, elle se cachait tout au fond. Elle n'osait même plus visiter ses amis. Puis, quelques mois plus tard, Alan revint, magnifique dans son habit de sergent, et les retrouvailles au bord du Meux furent douces. À la grande surprise des amoureux, le père Corrégal consentit immédiatement au mariage, et les familles en fixèrent la date au 29 septembre, jour de la Saint-Michel et de la grande victoire dorée. Nicole avait l'impression de vivre un rêve. Elle comptait fébrilement les jours d'août, tandis que sa mère s'affairait aux préparatifs de la noce. Les commérages allaient bon train, évidemment, car personne n'avait oublié la sombre histoire de Nicole. Comment avait-elle pu sortir du château de Raoul de Montfort? Les jeunes filles précédentes avaient disparu, et elle, on l'avait relâchée. Quel prix avait-elle donc payé au Seigneur pour cette faveur? Et il l'avait gardée une nuit entière dans la forteresse. Une nuit entière. Alan sentait bien qu'on lui cachait quelque chose. Les Corrégal, malgré leur joie, restaient soucieux, distants. Alan savait que le père de Nicole ne l'aimait guère, mais Anaïg avait toujours été très avenante avec lui. Dans le village, les jeunes hommes de son âge le saluaient d'un sourire narquois. Les commères, aux langues de vipères, échangeaient des regards complices. Le pauvre garçon finit par trouver l'atmosphère pesante, et pour changer d'air, décida de se rendre à la ville. Il proposa à Nicole de l'accompagner et de passer par l'auberge de son oncle Loïs. Cette invitation ne fit pas l'effet escompté, et la jeune fille refusa tout net. Alan comprenait de moins en moins. Alan était maintenant sûr qu'on lui cachait quelque chose. L'oncle Loïs lui apprendrait ce qu'il cherchait à savoir. À son arrivée en ville, comme il était encore tôt, Alan décida de s'octroyer une balade dans les rues de Montfort. Il fut frappé de constater à quel point chaque quartier constituait une ville dans la ville. Il pensa à Nicole, qu'il avait toujours connue coquette, et décida de lui rapporter un souvenir de cette journée, un mouchoir pour ses cheveux, ou des gants blancs qu'elle mettrait pour leurs noces. Un de ses vieux amis, maître Aymon le gantier, tenait justement une échoppe à quelque distance de là, à l'enseigne du gant de velours. Aymon l'invita à entrer pour partager un verre de vin chaud. Alan raconta ses prouesses aux côtés de son seigneur, le duc de Bretagne, dont il était terriblement fier, dit sa joie de posséder quelque argent, son bonheur d'être enfin accepté par les Corrégal. Justement, il aurait souhaité offrir une jolie paire de gants à sa fiancée. Le visage d'Aymon s'assombrit. Alan prit congé déclarant que Nicole viendrait choisir elle-même, et Aymon hocha la tête silencieusement. Soudain, Alan avait hâte de voir Loïs. Lorsqu'il arriva au Lion de Bretagne, l'oncle de Nicole le reçut en l'embrassant chaleureusement. Alan se sentit un peu réconforté, et après quelques verres de bon vin, il se confia à Loïs. Le village de Saint-Guélise, les habitants, sa famille, les Corrégal, jusqu'à Nicole, tout avait changé. Il avait le sentiment qu'on ourdissait un complot contre lui.
À mesure qu'il parlait, Loïs paraissait de plus en plus mal à l'aise. Le regard fuyant, il tordait nerveusement son tablier, son nez semblait encore plus que d'habitude plongé vers sa bouche. À la fin, le vieil homme soupira. Un silence très lourd s'établit, puis il commença à conter à Allan, à voix basse, l'histoire de la pauvre Nicole. Le jeune homme aurait voulu s'enfuir, effacer les mots prononcés. Il pensait à sa fiancée, à la nuit, à Raoul de Montfort et à sa perversité. Il fermait les yeux, il luttait pour garder sa confiance en Nicole, mais en quelques instants son avenir n'était plus que désespoir. Sur le chemin qui le ramenait à Saint-Gilles, Allan retournait dans ses pensées l'ignominieuse histoire. Il comprenait maintenant les sourires narquois, les regards entendus ou fuyants des gens du village, l'air gêné de son ami Aymon. Il pensait avoir gagné la main de Nicole par ses actes de bravoure, mais il comprenait que Pierre Corrégal lui avait cédé sa fille parce qu'il la croyait déshonorée. Il se sentait humilié, plus encore que naguère, lorsque le père de Nicole le méprisait de n'être qu'un simple garçon de ferme. Le soir même, il rompit ses engagements. Il reprit sa musette et repartit vers Ifandic. Nicole avait cru que le retour d'Allan le rendrait le sort favorable, de nouveau. La douleur de la rupture lui fit presque perdre la raison. Ses parents tentèrent bien de la consoler, mais la jeune fille ne pouvait plus les entendre. Elle prit l'habitude de se réfugier dans la forêt, trouvant quelque apaisement dans les enchantements de Bréquilienne. Un jour, elle déclara à sa mère qu'elle avait rendez-vous à la fontaine de Barenton. Craignant de la contrarier, ses parents la laissèrent s'en aller. À la nuit tombée, Nicole n'était pas revenue. Son père rassembla quelques hommes du village et munis de torches. Ils se rendirent à la clairière située au cœur de la forêt. La jeune fille était couchée, morte, dans l'eau de la fontaine. Dans ses mains, serrée contre son cœur, elle tenait la médaille que lui avait offerte Allan. Cette même nuit, Raoul donnait un grand banquet à Naoned, la capitale de la Bretagne. On présentait un sémé de veau pour le 3e service, quand le seigneur de Montfort s'effondra, la tête dans son écuelle, sous le regard horrifié des convives. Son cœur avait subitement cessé de battre. À l'instant de son trépas, en s'écroulant sur la table, il avait de sa main gauche planté sa dague dans la table, cette même dague dont il avait frappé à mort son épouse. À Barenton, les hommes retirèrent le corps de la jeune fille de l'eau glacée. Ils le portèrent en silence jusqu'à la demeure des Corrégal. Les femmes lavèrent la jeune morte, et Anaïg la para des beaux habits qu'elle aurait dû revêtir pour la noce. Les femmes couvrirent le miroir de linge et vidèrent les pots de lait et d'eau. 2 bougies furent placées au pied du lit mortuaire. Un sergent d'église, portant une souquenille noire semée de larmes d'argent, parcourut le village de Saint-Guilise en agitant une sonnette. Il demandait humblement aux gens de prier pour le repos de l'âme de Nicole Corrégal. Côte à côte, les Corrégal et les Bécouans veillèrent le corps. À minuit, un repas fut servi pour tous ceux qui étaient venus prier avec eux. Le recteur du village avait bien voulu croire que la jeune fille était tombée à l'eau par accident. Dès l'aube, la procession funèbre s'ébranla, et après l'office, Nicole Corrégal fut mise en terre. On disposa sur sa tombe une branche d'if et de genêt. Pendant 3 mois, les amis de Nicole lui portèrent chaque semaine des guirlandes de fleurs. Une main inconnue grava une épitaphe sur la pierre tombale. Tant que dureront les beaux jours, et tant que je vivrai, je viendrai parfumer ta tombe des plus belles fleurs de l'été de la forêt. La prime vert qui ressemblait tant à ton visage, la jacinthe bleue comme étaient tes veines, la feuille de l'églantier fleuri, qui embaumait moins que ta suave haleine. L'année suivante, le 9e jour de mai, pour l'anniversaire de la translation des reliques de Saint-Nicolas, un phénomène extraordinaire se produisit. On vit arriver à Montfort une canne, suivie de ses canetons, marchant 2 à 2 comme à une procession. Ils traversèrent le bourg pour se rendre à l'église dédiée à Saint-Nicolas. Les oiseaux restèrent toute la nuit près de l'autel, et pendant la messe du lendemain, au moment de l'élévation, ils se tournèrent dévotement vers le sacraire. Puis, vers midi, la canne rassembla ses canetons, en laissa un dans l'église, comme en offrande, et repartit dignement en direction du Meux.
Était-ce un rappel de la promesse faite par la jeune fille à Saint-Nicolas? Le prodige fut attesté jusqu'en 1739, assez renommé pour que la ville prît, au XVIIe siècle, le nom de Montfort-la-Canne-lès-Saint-Malo, et qu'au XIXe siècle, François-René de Chateaubriand en fit aussi le récit. Une romance populaire chantait aussi la fille changée en canne par la protection divine. Canne la belle est devenue, et s'envola par une grille en un étang plein de lentilles. Ce conte, La Canne de Montfort, est une reprise composée par Marie Tanneux, que je salue avec respect, d'un conte considérablement plus court et aussi moins dramatique, de La Canne de Montfort, qui se raconte comme suit. Au temps du bon duc Yann IV de Bretagne, un fait bien extraordinaire eut lieu dans la ville de Montfort. Le maître de la place forte était alors un seigneur français qui ne craignait ni la colère des hommes ni celle de Dieu. Il résolut un jour de s'emparer par force de la plus jolie fille de la ville. La demoiselle eut beau tenter de se protéger, elle se retrouva emprisonnée dans le donjon. Alors qu'elle attendait en pleurant l'arrivée de son ravisseur, elle s'avisa que par l'étroite fenêtre de sa prison, elle apercevait l'église de Saint-Nicolas de l'autre côté de l'étang du château. Alors, dans une fervente prière, elle supplia saint Nicolas d'intercéder pour elle. Sur l'étang barbotaient cannes et canards sauvages. Les oiseaux s'envolèrent lourdement de l'étang, et comme ils passaient devant la fenêtre du donjon, une canne en jaillit qui se joignit au groupe. À cet instant, la porte de la cellule s'ouvrit, et les gardes venus chercher la jeune fille qui plaisait tant à leur seigneur trouvèrent la pièce vide. Dans le vieux ciel, le vol sauvage s'éloignait en cancanant. Quel étonnant récit! Tant l'ancien que le moderne sont représentatifs du conte breton, chacun à sa manière. Le moderne dans l'aspect qu'il a de dramatique, l'ancien dans l'aspect où le miracle des saints que nous invoquons nous protège du courroux des hommes mauvais. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois je m'intéresserai plus au récit des Arthuriades liées à la forêt de Brocéliande, donc bréquilienne pour nous autres bretonnants. Et en attendant, j'espère que ce conte vous aura plu. C'était le Marvailleur. Que Dieu vous garde et que la nuit vous soit favorable.